Long rebound. Steph, no timeout with 6. At 5, Curry for the lead. The game is game. The game is game. The game is game. The game is game. Always. 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 Salut à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast de l'équipe de Rivers et de Basket Session. Semaine chargée en NBA et en basket cette semaine, puisque vous savez qu'il y aura le match jeudi, le match NBA à Paris entre les Chicago Bulls et les Detroit Pistons. Ça, on y viendra dans une deuxième partie de l'émission d'aujourd'hui. On voulait ouvrir cette semaine avec une équipe qui fait peu parler, mais qui commence à être de plus en plus intéressante. C'est l'équipe du OKC Thunder. Voilà, sur une série de 3 victoires en ce moment, on pensait qu'ils allaient repartir encore une fois à la chasse au gros pic après la blessure en début de saison de leur dernier drafté Chet Holmgren. Finalement une équipe qui a l'air d'avoir pivoté et d'avoir d'autres ambitions. Pour me rejoindre et pour discuter de tout ça, je suis rejoint comme chaque semaine. J'ai le plaisir d'être avec Antoine Pimel et Shai Mamou, les deux meilleurs sidekicks du podcast Game. Avant qu'on parle un petit peu de tout ça, je voudrais qu'on redise deux mots du live que vous avez lancé, le live Twitch qu'on peut retrouver chaque semaine, la late session que vous présentez tous les deux. Qu'est-ce qu'on peut dire à ceux qui n'ont pas encore écouté, qui ne sont pas encore connectés tard le soir, le mardi pour venir écouter? Il y a plein de trucs, on essaie à chaque fois de discuter de trucs d'actu, en détente, sur des trucs qu'on a envie de parler. Là en ce moment, sur le dernier, on a lancé notre petit top 50 des meilleurs joueurs NBA, qui peut prêter à débat. On n'est pas toujours d'accord là-dessus. Là. Voilà, et puis on parle un peu des sujets qui nous intéressent et qui peuvent nous permettre d'avoir quelques interactions avec les gens. C'est très sympa. Les premières émissions se sont super bien passées. On a toujours des petits problèmes techniques parce que c'est un peu la patte de l'émission, voilà. Mais on commence à trouver notre rythme et puis c'est à la cool. Les gens sont sympas, donc n'hésitez pas à venir discuter avec nous mardi à 23h sur Twitch. Ouais, et souvent, Antoine nous fait ces petits résumés de matchs. Non, pas mardi, pas aujourd'hui, je vous l'annonce tout de suite. Aïe. Enfin, il n'y aura pas de sujet qui fâche. Il y a un grand suspense quand même, on veut savoir si Hakim Ouarik est dans le top 5 des meilleurs joueurs NBA actuels ou pas. C'est quand même ce qui tient les gens en haleine, si j'ai bien suivi. Justement, oui, c'est tout l'intérêt. Vous allez le découvrir mardi. Et Antoine, toi, t'as mis un joueur de la Bundesliga ou pas dans le top 10 finalement? Je crois qu'il n'y a pas d'Allemand dans mon top 50. Mais non, n'hésitez pas à nous rejoindre le mardi soir. Franchement, c'est vraiment bon délire. Et en plus, là, on a quand même une petite série. On fait des tranches de 10 pendant plusieurs semaines. Donc voilà, venez ce soir, faites-vous plaisir. Voilà, donc je le rappelle, donc tous les mardis soirs, la late session, si vous avez un doute, vous passez sur notre Twitter pour trouver le lien, pour vérifier l'horaire de connexion. Mais en tout cas, voilà, ça tous les mardis, pour l'instant, tous les mardis soirs, la late session. Là, c'est pas l'objet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a dit qu'on allait parler du OKC Thunder. Mais trajectoire quand même assez incroyable finalement de cette équipe cette année. Quand Chet Holmgren s'est blessé en début de saison, on s'est dit bon ok, ils vont faire jouer dès que l'autre Shai, le Shai moins connu, celui qui joue en NBA, aura un petit peu mal à la gorge ou quoi que ce soit, ils vont le mettre au placard en disant non, il faut qu'il se repose, etc. pour repartir à la chasse au draft pick de haut vol, parce qu'on sait que voilà, OKC a, je sais pas, genre les 2/3 des prochains draft picks, tout confondu vu le trésor de guerre de Sam Presti. Finalement, un Shai Gilgeous-Alexander qui est sur un niveau stratosphérique, complètement dingue. Une équipe qui est peut-être un petit peu en avance, ou du moins, ou non, pas forcément en avance, mais finalement qui est là où elle pensait pouvoir être si elle avait eu Holmgren en plus. Et des performances qui font penser qu'ils vont laisser tomber peut-être le rêve de rajouter Victor Wembanyama ou un très très haut choix à leur effectif. Et une équipe qui peut vraiment faire office de poil à gratter au bout du compte, non? Complètement. Enfin, ce qui est fou, c'est qu'en début de saison, juste après la blessure de Chet Holmgren, Shai Gilgeous-Alexander avait dit non, mais moi je suis là, je suis très ambitieux pour cette équipe à court, moyen terme. On pouvait penser que c'était un peu de la politique pour contrer un peu les rumeurs de trade, parce qu'on disait que les Knicks étaient sur lui, que c'était le prochain joueur à gros potentiel qui pouvait être tradé. Et lui, dans toutes ses interviews, à la cool, un peu dans son style, il dit non, on va être bon cette année, les années suivantes. J'ai confiance dans le projet, dans cette équipe.
Et bah, force est de constater que c'était pas du tout du bluff et que c'était pas juste du politiquement correct. Alors je sais pas si la franchise s'attendait et était aussi en raccord avec ce que lui voulait voir dès cette année. Mais là, là tu disais, est-ce qu'ils ont peut-être lâché l'espoir la possibilité de drafter Wembanyama. Je pense que c'est, à moins qu'il y ait un tirage ultra chanceux, je pense qu'ils sont complètement passés à autre chose et qu'ils se disent on aime les joueurs qu'on a, on aime notre base, on aime les jeunes qu'on a déjà draftés. On se renforcera avec ce qui est le plus propice le moment venu, mais on est déjà prêt. On est déjà prêt pour déjà la saison prochaine, peut-être pour cette année pour le play-in. Ils sont pas très loin. Et je pense que là, tout ce qu'on a vu depuis le début de saison, ça leur a servi à établir qui serait leur joueur majeur sur les prochaines années, quel que soit le joueur qui arrive après au final, parce que même si tu as Wembanyama qui débarque, ce que fait Gilgeous-Alexander depuis le début de la saison, c'est incroyable. Enfin, le niveau de jeu, le leadership qu'il a, c'est très fort. Et je pense on voit la naissance d'une équipe qui est contre toute attente déjà compétitive et qui sera prête beaucoup plus tôt que prévu, quoi qu'il se passe après. Moi, je suis d'accord avec Shai. Il y a une équipe qui se crée et une identité de jeu qui se crée. Et je pense que tanker n'a pas d'intérêt pour eux pour plusieurs raisons. La première, c'est que, voilà, comme tu l'as dit, ils ont déjà trouvé au final leur star. Le projet, ça se construit autour de Shai Gilgeous-Alexander. Ils ont déjà la pièce maîtresse. Ils ont même déjà les pièces complémentaires dans le sens où Chet Holmgren, c'est quand même un deuxième choix de draft ils attendent beaucoup de Chet Holmgren quand il reviendra. Potentiellement, peut-être un jour une star. Ils ont Josh Giddey, qui est aussi potentiellement un jour une star. Donc, quelque part, il y a déjà les pièces maîtresses du projet. C'est la première raison pour laquelle tanker ne sert pas forcément à grand-chose. Ils ont déjà ce qu'il faut. Et la deuxième, c'est qu'en fait, ils ont tellement de pics et ils ont des pics d'équipes en reconstruction. Ils ont des pics des Rockets, ils en ont 2, qui sont protégés top 4. Donc, bon, ça veut dire que tu récupéreras peut-être pas un premier choix avec, mais si les Rockets progressent un peu en 2026 et qu'il un peu de malchance à la loterie, les Rockets sont le 5e choix, tu as un 5e choix supplémentaire. Ils ont des pics, donc des Rockets, mais ils ont d'autres équipes en reconstruction. Pardon, je crois qu'ils en ont un de Washington. Non, c'est un second tour de Washington. Ils en ont un de Utah. Ils en ont un de Utah, aussi un projet en reconstruction. Et quand Utah a transféré son pic, Utah n'était pas forcément en reconstruction. Donc voilà, tu as des pics intéressants à aller chercher, en plus de ce que tu as déjà. Tout ça fait que ça n'a pas forcément d'intérêt d'aller courir après un Scoot Anderson quand tu as déjà des jeunes joueurs. Je ne sais pas si elle en avance. Comme tu as dit, Théo, je pense qu'elle est effectivement dans le bon timing. En tout cas, suffisamment dans le bon timing pour laisser penser à Shai Gilgeous-Alexander. Regarde, on ne va pas être nul pendant 10 ans. On est déjà sur la pente ascendante. Reste ici. On va construire autour de toi. T'inquiète, ça va bien se passer, quoi. Non, mais il faut se rendre compte en plus que là, ils sont vraiment. Quand on dit ils sont dans les temps de passage, ils sont pas très loin du top 6. Ils sont pas loin de la qualification directe en play-off, en fait. Là, la deuxième partie de saison vient de commencer, mais ils sont déjà là en enchaînant les victoires. Vu comment c'est embouteillé à l'ouest, ils peuvent très bien encore, s'ils continuent sur un bon run, c'est même pas juste le play-in histoire de prendre la température. Ils peuvent directement être qualifiés pour le premier tour, ce qui serait totalement inattendu. Ouais, en fait, la grosse critique quand même avec OKC ces dernières années, c'est qu'ils avaient plein de jeunes, ils les faisaient jouer, mais finalement tu disais, mais à quoi ça sert? Est-ce qu'il y a vraiment de la post-formation qui est faite? Est-ce qu'ils sont en train d'apprendre des choses? Est-ce qu'ils sont en train de former un collectif ou pas? Ce qui est intéressant, c'est qu'au bout du compte, très clairement, ils se sont dit, bon bah voilà, on a plein de jeunes, on ne pourra pas faire venir de free agent, on le sait. Notre seule chance de repartir, c'est par des trades ou par la draft. Donc on va prendre tous ces jeunes, on va les faire jouer et on va faire le tri. En fait, c'est vraiment l'impression qu'on a l'impression. C'est pour ça que l'impression que ça donne. C'est pour ça que des fois c'était un peu difficile de comprendre les rotations, de comprendre pourquoi un mec pouvait partir en G-League, revenir, être titulaire, jouer 10 matchs, puis repartir sur le banc. T'as vraiment l'impression qu'ils étaient en train d'essayer d'étalonner leurs joueurs, voir qui pouvait valoir le coup, qui serait pas assez bon, pour essayer de faire le tri. Effectivement, comme vous le dites tous les deux, là je pense que maintenant la hiérarchie, pas de l'équipe d'aujourd'hui, mais de ce sur quoi partir vers l'avenir, ça commence vraiment à se dessiner. Ils se disent que l'an prochain, ils ont un All-Star. Je pense indiscutable en la personne de Shai. Ils savent que ils ont encore la possibilité de le garder, que visiblement ça a l'air de bien se passer sur place. Il n'a pas l'air particulièrement de vouloir bouger. Ils ont un joueur potentiellement très très fort qui est en couveuse en train de se remettre. Et ils savent que de toute façon ils auront des très bons pics
quoi qu'il arrive, ou suffisamment de bons pics pour pouvoir faire un trade à un moment et faire venir une deuxième pièce qui leur permettrait de passer un cap. Donc comme vous, je pense que cette équipe, dès l'an prochain, peut vraiment être compétitive, enfin déjà sur la fin de saison, et l'an prochain être très vite compétitive. Et sur les autres atouts qu'ils ont déjà en magasin, pour être entre guillemets compétitif sur un premier tour ou un play-in, Luguensdorf, c'est un stopper, il serait fort partout dans n'importe quelle équipe. Tu sais qu'il est très souvent cité dans les joueurs les plus compliqués quand ils sont sur ton dos. Je me rappelle en début de saison, Doncic avait dit que c'était un poison et que c'était peut-être le meilleur défenseur de la ligue. C'est en plus un attaquant correct, donc c'est pas juste un joueur unidimensionnel. Tu prends les autres choix qu'ils ont fait récemment, les retombées du trade au final de Paul George avec les pics, ils ont pris un Jalen Williams, l'un des deux, parce qu'ils en ont deux qui s'appellent Jalen Williams, mais le plus touffu et celui qui est le plus arrière, voilà, on va dire. Le plus fort des deux. Franchement, il est excellent, il a un jeu extrêmement mature. On dirait qu'il est dans la ligue depuis 5 ans. Je crois que c'est l'arrière qui dunk le plus de toute la ligue. Qui a le plus grand nombre de dunks. Il est efficace, il est très bien intégré dans l'équipe. Enfin, tout ça pour dire qu'ils ont plein d'atouts comme ça qui, mis ensemble, font déjà un collectif sympa. Et si tu ajoutes, dans l'hypothèse où Holmgren est aussi fort qu'espéré, parce que c'est quand même, alors c'est pas Wembanyama en termes de hype, mais c'est quand même un profil joueur ultra moderne, très fort en défense, très très compétent en attaque, sur son plafond, hein, évidemment. Mais s'il n'y avait pas Victor, c'est peut-être lui qui aurait en partie cette hype sur un mec de grande taille qui peut shooter loin, qui a du handle, etc. C'est finalement l'ombre de Victor qui fait qu'on le voit pas à ce point comme un joueur générationnel, quoi. Et il l'a eu pendant longtemps, en fait. Oui. Ouais. Il l'a eu jusqu'au moment où il a affronté Victor Wembanyama sur la compète FIBA, quoi. Et ils ont gagné, les Américains. Ils ont gagné, mais c'était pas le meilleur joueur. C'était pas le meilleur joueur. On a vu qui était le meilleur joueur. Mais il avait la hype avec les vidéos où au camp de Steph Curry, il le dribble dans le dos. Partout. Même honnêtement, sa saison à Gonzaga était bonne. Hein. Franchement, ce qu'on a vu de lui à Gonzaga, c'était très bien. Même au lycée, il avait déjà de la hype, en fait. Voilà, il avait déjà ce truc. Après, c'est un grand, il faudra peut-être un petit peu de temps. On va pas lui demander de tout casser la saison prochaine, mais le fait qu'il y ait déjà une star avec Gilgeous-Alexander, ça te fait que toute la pression ne sera pas sur Holmgren, en fait. Il pourra juste progressivement prendre sa place ou pas, hein, il sera peut-être très fort tout de suite. C'est un mec avec un énorme potentiel, mais je trouve ça très bien qu'il y ait cette dynamique-là avec un franchise player établi et que lui arrive derrière en complément et plus les atouts dont on a parlé qui sont déjà très bons. Et il y a un truc dont, je ne sais pas vous, mais je pense que si tu demandes aux fans NBA lambda, il y a un truc qui m'interpelle à chaque fois que je vois les feuilles de match. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui connaissent ne serait-ce que le nom de l'entraîneur d'OKC, le nom du coach. Le coach le moins identifié de la ligue, je pense. C'est Marc Daigneault, qui est arrivé sa deuxième ou troisième saison, là maintenant, si je ne dis pas de bêtises. Mais je trouve que lui aussi fait du bon travail, finalement, et on n'en parle pas. Ouais, c'est clair, parce qu'en fait, cette équipe, en plus, elle est vraiment kiffante à voir jouer, quoi. C'était dès le début de saison, même quand ils n'étaient pas encore partis aussi bien que ce qu'ils sont maintenant. Josh Giddey, c'est un plaisir à voir jouer. Voilà, super QI basket, joueur de grande taille qui peut mettre la balle un peu où il veut. Il y a un vrai état d'esprit. Je suis d'accord avec l'intégration de ce que tu disais sur Jay Williams. Là, tu sens, alors comme un vétéran, c'est peut-être effectivement c'est élogieux, mais il y a un petit peu de ça. Ce que j'aime bien, moi, c'est sa justesse dans le jeu, en fait. Il arrive à pas forcer, ce qui est pas facile en fait quand t'es un rookie. Et j'ai l'impression que il y a ce collectif qui fonctionne relativement bien en fait pour une équipe aussi jeune. Comme tu disais, avec Marc Daigneault qui fait le taf dans la formation et dans la mise en place. Et c'est ça aussi qui fait penser que ça peut... Ils sont pas loin de pouvoir être vraiment vite bons. Alors voilà, on sait bien, ils vont pas devenir contender du jour au lendemain, mais en tout cas être vraiment embêtant à jouer parce que il y a ça, il y a de l'attitude, il y a manifestement du plaisir à jouer ensemble. Il y a un collectif qui a déjà trouvé sa place et voilà, on a limite juste Enfin, on regrette encore plus de pas pouvoir voir déjà Holmgren avec ce groupe pour voir ce que ça peut donner, quoi. Ouais, puis c'est intéressant de voir quelle est la trajectoire qu'ils vont prendre. Parce qu'au final, le tanking à la Sam Hinkie, genre le tanking répété sur plusieurs saisons où tu accumules vraiment les choix de draft pour vraiment aligner que des jeunes, on ne sait pas encore trop ce que ça peut donner. Les Sixers n'ont pas eu un titre. Ils ont été obligés à un moment de faire des sérieux transferts pour renforcer l'équipe. Et ils ont eu la chance d'être un marché qui est Philadelphie. C'est quand même pas Oklahoma City, même si c'est pas non plus le même marché que New York ou Los Angeles. C'est intéressant de voir jusqu'où le Thunder va pouvoir aller. Moi, je suis un peu curieux de voir qu'est-ce que ça va donner, combien. Parce qu'en fait, on sait qu'à un moment, quand les jeunes ils se développent, tu peux pas tous les garder.
tu es obligé d'en transférer certains parce que tu ne peux pas prolonger tout le monde. On sait qu'à un moment, il faut apporter des vétérans. Cette équipe, ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle a a priori le potentiel pour se développer en bonne équipe de l'Ouest tout en gardant son groupe vraiment. Et c'est chouette. Je suis pressé de voir ce que ça va donner en fait. J'ai envie d'avancer le temps, d'aller 2-3 ans en avance, 2-3 ans plus loin et de voir qu'est-ce que ça donne en fait. Où est-ce qu'ils en sont, etc. Mais tu sais, ce fameux tanking année par année, année après année dont tu parlais, en fait, Sam Presti, il l'a déjà fait avec OKC plus ou moins. Avec quand ils ont eu KD, Westbrook, Ibaka, et ça a donné ce que ça a donné. Et ça me permet, enfin, moi, ça me fait juste dire qu'il est très adaptable, il est capable d'avoir différentes approches, et que c'est pas pour rien que tu as un LeBron qui va te dire que c'est peut-être le meilleur GM de la ligue, et que il y a cette possibilité-là. Dans tous les cas, je pense qu'il arrive à trouver, il arrivera à trouver la méthode pour avoir un effectif compétitif au final, quoi. Ah, c'est sûr. Après, c'est plus facile quand tu drafts 3 MVP quand même. Je suis pas sûr que tu vois, je veux dire, enfin après, il faut tomber sur les bonnes années. C'est un peu l'incertitude du tanking. Leur meilleur joueur, au final, ils l'ont récupéré avec un 10e choix ou 11e choix, je pense, Shai Gilgeous-Alexander. Sur la première époque, voilà, ils ont Kevin Durant en 2. Ils ont même de la chance qu'au final, les Trailblazers prennent Greg Oden. Ensuite, Russell Westbrook et James Harden, il y avait du flair. Mais tu as quand même récupéré 3 MVP. Et ils n'ont pas mis longtemps à se reconstruire. Là, aussi, un autre truc intéressant avec cette équipe d'OKC, c'est qu'en fait, leur début de saison, il vient calmer toutes les rumeurs. Il y a eu, je ne sais pas si vous vous souvenez pendant l'été, un peu ce truc, ouais, mais le Thunder, ils vont être nuls pendant combien de temps, quoi. Genre, c'est bon, à un moment, c'est trop nul, ça ne marche pas. Et c'était pas si loin. Et il y a quand même eu beaucoup de rumeurs sur Shai Gilgeous-Alexander. Alors lui, en interview, il va dire qu'il est là, qu'il est content d'être là, mais au final, on ne sait pas, tu vois. Je veux dire, on peut interpréter, on peut deviner, on peut se positionner sur il a l'air d'être vraiment sincère, et c'est vrai. Mais quelque part, on ne sait pas vraiment. Il y a quand même eu plusieurs rumeurs venant de plusieurs insiders, certains étant sérieux, d'autres moins, sur le fait qu'ils voulaient partir. Là, je pense qu'au moins leur saison actuelle, même s'ils ne sont pas très bien classés, la manière dont ils sont compétitifs leur permet peut-être de calmer un peu tout ça. Maintenant, si je peux me permettre aussi de tempérer, j'aime bien faire souvent l'avocat du diable, ils sont encore dans la course parce qu'il y a beaucoup d'équipes de l'Ouest qui se plantent. Ils sont forts aussi, ils créent quelque chose, mais ils auraient pu être tout aussi forts si juste certaines équipes ne se plantaient pas à ce point. En fait, le Thunder serait, sachant qu'ils sont dans la course, mais ils sont pas tout près non plus. Ils sont proches, mais ils ne sont pas tout près non plus. On ne peut pas se dire que demain, c'est garanti que le Thunder va ne serait-ce qu'aller en play-off. Tu vois, on n'est pas à l'abri qu'ils finissent 11e. Ouais, mais ils sont pas loin. Ils sont pas loin du bilan. Le bilan est quasi à l'équilibre, tu vois, 21-23. Oui, mais évidemment, c'est parce que c'est embouteillé et tout ça, mais ils sont. Enfin, ne serait-ce que tu te rends compte si tu évites le play-in alors que tu es OKC cette année, c'est fou, quoi. Ah non, mais clairement. Il y a une vraie progression, il y a une vraie construction. Et je dis juste que voilà, ils ont regagné du temps pour moi. Ils ont regagné du temps auprès de Shai Gilgeous-Alexander. Ils ont regagné du temps un peu auprès du truc abstrait de l'ensemble de la communauté basket. Et c'est prometteur. Mais il faut que ça continue, il faut que la dynamique elle continue, il faut que ces mecs-là continuent de progresser. On a tendance à toujours être très optimiste sur les jeunes parce qu'on se dit ils sont jeunes, ils peuvent que devenir meilleurs. Ce qui est quelque part vrai, mais des fois c'est plus compliqué que ça. Des fois il y a une stagnation dans la progression, des fois il y a des mecs chez qui ça prend plus de temps. Des fois tu as besoin que non seulement ça progresse, mais surtout que ça passe un grand cap. Parce que Shai Gilgeous-Alexander il a passé un grand cap, mais combien dans l'équipe sont, par exemple, Luke Grensdort, qui est un bon joueur, aujourd'hui il stagne un peu. Et on n'est pas sûr qu'il va repasser un cap, tu vois. On sait qu'il va peut-être continuer à progresser de manière linéaire, mais c'est pas sûr qu'à un moment, il se développe vraiment en gros joueur, quoi. On sait que ça va être un bon défenseur, un attaquant correct, pas bon attaquant, un attaquant correct, mais on sait pas encore si vraiment ces mecs-là peuvent tous passer un palier, tu vois. En fait, je pense pas qu'ils passeront tous un palier. Je partage ton avis sur Lou Dort, en fait. Je suis même pas sûr que l'objectif, de toute façon, ce soit que ça... Pour moi, c'est... Enfin, je veux pas que ça soit pris comme un manque de respect parce que c'est pas du tout dit comme ça, mais je pense que c'est un joueur de complément idéal pour une équipe qui veut aller loin en fait, mais sans qu'il change son rendement en fait, tel qu'il est. Moi, je pense que effectivement, le luxe qu'a, je vais revenir en arrière. Je suis d'accord avec tout ce que tu dis, Antoine, sur le fait qu'effectivement, des fois, on peut s'enflammer sur les potentiels de certains joueurs, notamment des jeunes. En fait, ce que je trouve intéressant pour le Thunder, c'est que là, on sait que il y a un fond de jeu.
On sait qu'il y a quelques joueurs qui peuvent être des joueurs clés, à défaut d'être majeurs, en tout cas, qui peuvent former l'ossature de ce groupe. Et on sait qu'il y a du potentiel et du talent. Et on sait aussi qu'ils ont un paquet de pics qui vont arriver et qu'ils ont énormément de place dans la masse salariale. Ce qui fait qu'en fait, ils sont parfaitement placés pour soit échanger leurs jeunes, soit échanger leurs pics, soit essayer de choper des mecs en free agency, alors peut-être pas sur des free agents complets, mais sur des mecs qui sont restricted free agent et coller une offre à un club qui pourra pas s'aligner. Et en fait, ça, c'est vraiment intéressant, je pense, pour OKC, là où ils en sont dans leur développement, parce qu'en fait, effectivement, ça repose sur le fait d'avoir au moins 2 joueurs vraiment forts. Donc là, ils ont Shai, ça, c'est clair, et potentiellement Holmgren. Ça, on peut pas savoir encore, on le saura à partir de l'an prochain. Ou Guidi d'ailleurs. Oui, ou Guidi, bien sûr. Aussi, hein. Absolument. Moi, j'adore Guidi, mais je trouve aussi que c'est dur d'avoir une idée claire sur son potentiel, en fait. J'adore le joueur, mais je peux pas dire que c'est une future star à coup sûr, en fait. C'est peut-être une future star, peut-être un futur très très fort joueur, peut-être un futur bon joueur tout simplement. On sait qu'au pire, ça sera c'est un bon joueur, mais je trouve que c'est dur vraiment d'identifier son potentiel complet. Mais c'est en ça que c'est intéressant, parce qu'on se rappelle aussi l'an dernier, on en parlait même entre nous, quoi. On se disait mais où ça va OKC, quoi. Ils font jouer plein de jeunes, mais finalement on ne sait pas s'ils progressent, on ne sait pas où ça va. Shai, on ne le voit jamais sur le terrain, il est blessé, on ne sait pas s'il est vraiment blessé, pas vraiment blessé. Il y a un moment, il va vouloir se barrer. En fait, je trouve que cette année, ça nous apporte pas mal de réponses par rapport aux questions qu'on se posait l'an dernier, et je trouve ça rassurant vraiment pour la suite des choses de leur côté, quoi. Ouais, mais c'est quand même, enfin, tout est lié au fait que personne s'attend, et peut-être même pas à OKC même, s'attendait à ce qu'il soit aussi fort, à ce que SGA soit aussi fort, en fait. Parce qu'on avait vu le potentiel direct en NBA, il a été très bon avec les Clippers. On a été étonnés. Super choix, ils ont réussi parce qu'il l'avait eu via un trade le jour de la draft, bien joué, tout ça. Tu te dis, c'est un joueur qui est déjà prêt pour une équipe compétitive, c'est cool. Mais tu t'attends pas, enfin personne s'attendait à ce que ce soit là, c'est un franchise player. Si on fait un ranking de la ligue, il est peut-être dans les 15 meilleurs à l'instant T, tellement parce qu'en plus, c'est un excellent défenseur. Et je pense qu'il n'a pas fini de progresser. Donc tout est quand même lié à ça, au fait qu'il a passé un cap. Est-ce que c'est passé un cap? Parce qu'il n'a pas joué la deuxième partie de saison dernière. Il a franchi un cap, je pense, quand même. Dans la régularité, quand même. Je pense qu'il a vraiment franchi un cap. C'est incroyable l'efficacité qu'il a, l'adresse. Je trouve que c'est. En fait, et ce que vous disiez aussi, on disait sur Lugansdort, je suis d'accord, il n'y a pas besoin qu'il soit beaucoup plus fort que ça, qu'il progresse énormément. Je veux dire, si autour, tu as une équipe qui est compétitive avec Shai plus un autre joueur fort, si c'est ton stopper attitré, c'est très bien. Il n'a pas besoin de mettre 15-20 points par match, tout va bien, il n'y a pas de problème, tu vois. Non, clairement, mais moi non plus, c'est pas ça que je dis sur Dort. Ce que je dis, c'est qu'à un moment, il faudra qu'il y en ait un autre qui passe un cap et que c'est pas sûr qu'il est surguidé. Ce que tu dis, c'est très intéressant. J'ai écrit un article aujourd'hui dessus, je me fais mon auto-promo, la promo de BS. J'ai écrit un magazine sur Guidé et j'ai dit ma conclusion est exactement la même que la tienne. C'est-à-dire que c'est un profil tellement particulier que c'est dur en fait de savoir. C'est dur de savoir qu'est-ce qui va devenir. Mais ce qu'on sait, c'est que ça sera quand même, je pense, dans le pire des cas, un basketteur solide. Voilà, moi, j'ai fait un peu l'avocat du diable. Je pense que le Thunder a de toute façon l'élément le plus intéressant, c'est la flexibilité. Et la flexibilité en NBA, on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est vraiment le luxe. J'aime beaucoup ton idée sur les restricted free agents. Je pense qu'il y a des très bons jeunes qui, des fois, ceux pour lesquels les franchises hésitent à vraiment envoyer le max. Tu vois, je pense même à un DeAndre Ayton, par exemple, même si au final les Suns se sont alignés. Si le Thunder avait récupéré DeAndre Ayton, on imagine un scénario où ils n'ont peut-être pas un Chet Holmgren, ils ont quelqu'un d'autre, on s'en fiche à la limite. C'est typiquement le joueur qui sera... Effectivement, il n'est peut-être pas assez fort pour être numéro 1 et du coup, il y a des franchises qui ne veulent pas mettre le max. Mais si c'est lui ton numéro 2 derrière Gilgeous Alexander, en fait, tu es royal. Donc ça, c'est sûr, le Thunder va être une plaie pour de certaines franchises. Je pense qu'ils vont aller essayer de s'aligner d'aller chercher des mecs en surpayant, en eux se disant de toute façon, chez nous, ça sera notre numéro 2 et le numéro 2 aujourd'hui dans une équipe NBA, il a un contrat max. Donc il y a des choses intéressantes. Je reste beaucoup plus positif que négatif sur le Thunder. Moi, je dis juste, voilà, faudra voir ce que ça donne dans à un moment, parce que là, c'est bien, ils ont gagné du temps, puis ils vont être attendus. L'an prochain, ils vont être attendus. On va se dire, OK, c'est bon, maintenant, il faut passer un cap, les gars. Maintenant, on veut les playoffs. Qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va donner quand ça va être ça? Qu'est-ce que va donner Shai Gilgeous-Alexander dans cette situation? Tu vois, c'est tout ça qui va être intéressant à suivre. C'est pour ça que j'ai envie d'être 3 ans en avance. Moi, je veux juste revenir sur Josh Giddey.
enfin, je suis un peu plus optimiste que vous. Enfin, je dis pas que vous êtes pessimiste, hein, vous demandez à voir, c'est normal. Je trouve qu'il a déjà tellement progressé entre la saison dernière et cette saison, même si les contextes sont différents, que l'équipe est plus compétitive. Juste statistiquement, il passe de 12 à 16 points, il tourne à 6 points, 6 passes par match, 8 rebonds. L'adresse, il est à 48% au global quasiment. Il a pris presque 7 ou 8 points au pourcentage à 3 points. Je trouve que les triples-doubles, c'est bien mignon. On sait que ça fait pas gagner des titres, tout ça. Mais il a une panoplie tellement complète. Le fait que ce soit un Australien, Théo, toi qui aimes les Australiens, il a le fighting spirit, l'ADN qui fait que c'est pas juste un mec qui compile des stats et qui joue soft, machin. Il y a un cocktail chez ce joueur que je trouve... je ne l'avais pas forcément vu beaucoup jouer en Australie. On entendait des retours flatteurs sur lui. Là, de ce que je vois entre déjà l'évolution entre la première et la deuxième saison, je pense que c'est pas loin d'être un joueur avec lequel tu peux former une sorte de Big Three à la fin. Je pense qu'il faut vraiment miser sur lui. Je crois beaucoup, beaucoup en lui. Je le trouve excellent, Guidi. Mais je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Moi, j'adore Guidi. L'an dernier, si je regardais plus que de raison des bouts de match du Thunder ou des Rockets, c'était pour Şengün et lui, pour leur sens de la passe, la fraîcheur qu'ils apportent. Tous les deux joueurs, là, je trouve ils ont un potentiel incroyable. C'est juste que parfois, tu sais, il y a des jeunes joueurs, tu dis, bon, bah, comme tu as déjà vu des joueurs sur le même modèle, tu peux te faire une projection de dire, bah oui, deuxième année, troisième année, bon, il est parti pour devenir un All-Star pour 10 ans. Alors, bien sûr, des fois, tu te trompes, mais il y a une direction qui est claire pour Guidi. Il est tellement hors norme pour l'instant, je trouve, un peu dans tout, dans son jeu, que je trouve que c'est plus dur, en fait, tu vois, même si, comme toi, je vois pas de raison pour lesquelles il progresserait pas. Comme disait Antoine, je vois pas pourquoi il serait pas au moins un très fort joueur. C'est plus entre très fort joueur et joueur All-Star. Tu vois, c'est là où je trouve ça plus dur d'établir la marge de progression pour lui. Mais en tout cas, oui, non, tout ce que tu dis, je suis d'accord. Il y a de quoi être optimiste sur cette équipe. Ce qui est intéressant, tu parles de flexibilité, Antoine. Il y a aussi, et ça leur donne, enfin, c'est un petit peu la même idée, mais ils auront l'opportunité d'être opportunistes, justement, de pouvoir s'adapter et de profiter un peu le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et en fait, ils ont tellement d'atouts en poche, tellement de façons de pouvoir faire bouger leur roster ils peuvent être un peu sur tous les coups, quasiment. Ouais, après, avec la limite de leur marché derrière, mais. Ouais, il n'y a que sur des free agents purs, en fait, que leur limite, elle est là-dessus, quoi. Si vraiment je vais loin en avance, parce que je pense que le Thunder sera compétitif et fera des campagnes de playoff, passera sans doute même un tour à un moment, etc. Je pense que le vrai défi, il intervient peut-être dans 5 ans ou 4 ans, l'année juste avant l'expiration du contrat de Shai, ou Shai, quand le Thunder sera sans doute bon, mais peut-être, voire sera bon. Alors, ok, le Thunder sera certainement bon, mais sans doute pas assez bon pour vraiment jouer le titre. C'est là on va voir quelle est l'envie de Gilgeous Alexander dans 4 ans. Je parle dans 4 ou 5 ans. Est-ce qu'au final, je veux continuer avec cette équipe ou est-ce que je veux changer de projet? Parce que ça sera lui la base du projet. Donc voilà, là, je fais un truc à très long terme. Bon, il y a énormément de choses qui peuvent se passer d'ici là. J'essaie juste d'extrapoler et de créer un scénario. Mais voilà, je pense que là, c'est là où peut-être le Thunder risque d'être exposé à ses limites de son marché, qu'est-ce qu'on fait parce qu'on ne peut peut-être pas ajouter quelqu'un. Mais bon, voilà, on en a déjà parlé. Il y a toute l'histoire de Restricted, de Chet Holmgren qui peut se développer, etc. Des pics, on sait pas ce qui peut se passer, mais voilà, c'est une limite éventuelle que je vois au projet, mais c'est lointain. Et en NBA, on sait que tout peut changer du jour au lendemain. Donc, Non, mais tu as raison de le noter, parce qu'en fait, ce qui fait là où ça fait la différence pour un petit marché par rapport à un marché comme celui des Lakers, pour prendre l'antithèse de celui du Thunder, c'est que tu n'as pas droit à l'erreur, en fait. Parce que Presti, il a tout bien fait, sauf il s'est pas aligné sur l'offre qu'a fait Houston à James Harden, en fait. Et qu'on le veuille ou non, d'ailleurs, ça a fait dérailler la trajectoire sur laquelle était cette équipe. Et de la même manière que, pour le coup, c'est un gros marché, mais Philadelphie, ils se sont plantés sur une draft en se faisant barboter Jason Tatum par Danny Ainge et les Celtics. Et si tu dis, si tu réimagines une équipe avec Joel Embiid, Jason Tatum et Ben Simmons, c'est pas tout à fait la même, quoi. Des fois, tu te plantes une fois et ça te plombe potentiellement pour 5-10 ans. Et c'est vrai que c'est d'autant plus vrai dans un petit marché comme ça, où tu sais que quoi qu'il arrive, le Kevin Durant, alors,
Qu'est-ce qu'on pourrait donner? Le Jason Tatum, par exemple, ou le prochain Joel Embiid, il va pas dire, moi, je veux que vous m'envoyez à OKC, c'est là que je veux aller chercher une bague, quoi. C'est clair. Ouais, mais malgré effectivement cette espèce d'erreur originelle un peu qui a un peu fait dérailler le truc, je trouve c'est vraiment le GM le plus. Enfin, il ose tenter des choses, des coups. Il n'a pas peur de prendre des paris. Je sais pas, essayez de vous souvenir ce qu'on avait dit au moment où Paul George du coup est parti chez les Clippers et où ils ont récupéré Shea plus les 5 tours de. Enfin, sur le coup, on se disait ok, on voit un peu le truc, mais est-ce que c'est là aujourd'hui on regarde le trade, on se dit c'est un trade incroyable en fait par rapport à ce qu'a donné Paul George après. Tu vois le joueur qui est en train de devenir Gilgeous-Alexander, les 5 pics, les 5 premiers tours qu'il y a eu et ce qu'ils sont en train d'en faire et ce qu'ils peuvent encore en faire. Je trouve que le trade il est incroyable. Après, il est très facile à analyser avec autant de recul, en fait. Oui, bien sûr. Par exemple, alors je sais que toi, c'est pas ce que tu dis, mais tu vois, déjà, je me souviens que déjà les 5 pics, quand même, ça a quand même fait parler, parce que c'était vraiment beaucoup. Beaucoup, ouais. En plus d'un jeune joueur qui avait déjà été bon sur ses débuts de saison dans une équipe bonne. Mais le truc de c'est l'arnaque du siècle, les Clippers, à aucun moment à ce stade, au moment où ils font le trade, on pouvait se dire que Shai Gilgeous-Alexander deviendrait un meilleur joueur que Paul George 4 ans plus tard. Ou au moins un joueur aussi fort. Après, Presti, peut-être qu'il peut te dire aujourd'hui, j'ai eu une vision. Tu vois, c'est juste que là, en tout cas, l'instant T, c'est incroyable de se rendre compte à quel point le trade est devenu bon pour Kiki. Je suis même pas sûr que lui, il s'y attendait en fait à ça. Je pense qu'il s'est dit de toute façon, on reconstruit. Donc, je veux le max de pics et je veux leur meilleur jeune joueur. Puis, on verra ce que ça donne, ce jeune joueur en question. Puis de toute façon, avec ces pics-là, il y a bien plus moi, ma reconstruction, on sera nul. Donc, il y a un moment, je vais avoir un premier pic qui sera lui, ma future superstar. Je pense même pas qu'ils se sont dit, ça va être lui, notre star, ça va être Gilgeous-Alexander en en train de carotte les Clippers, quoi. Non, mais... Après, voilà, oui, l'histoire est bien faite, quoi. Derrière. Et c'est pareil, après on peut dire que c'est de la chance, que c'est de la chance. Mais quand ils ont misé sur Chris Paul sur un très court terme, je pense que ça a été un move décisif, pas pour sportivement, mais la façon dont il a encadré Shai Gilgeous-Alexander, enfin, il l'a dit lui-même, c'était un peu son protégé, ils ont vachement bien connecté, et je pense qu'il a énormément progressé à côté de Chris Paul. Et c'est un move pareil, je pense qu'à terme, en regardant, on peut se dire qu'il l'a mise à l'envers à Houston aussi. Non, mais c'est clair, c'est pour ça que tout à l'heure, quand je parlais du trade, enfin, pas du trade, mais du départ de James Harden, c'est parce que c'est pas pour dire que Sam Presti n'est pas un super GM. Je suis tout à fait d'accord pour dire ça, en fait. C'est un super GM. On sait pas non plus si ça aurait marché avec les trois. Ça se trouve, les trois dans le 5 qui veulent tous les trois avoir le ballon, ça aurait explosé encore plus vite. Ce qui est sûr, en fait, ce que j'aime bien, tu parles du trade, vous parlez du trade pour les Clippers, c'est que ça montre justement à quel point il est opportuniste, en fait, Sam Presti. Et je trouve qu'il a une force, finalement, c'est que je le trouve hyper pragmatique. C'est qu'il a vu Russell Westbrook veut se barrer, il veut se barrer. Qu'est-ce que je peux récupérer qu'est-ce que je peux avoir au max en retour? Même chose pour Paul George. Et tu sens qu'il n'a pas eu ce côté de vouloir s'évertuer, de dire non, on va attendre encore une demi-saison. Il s'est dit non, là mon joueur il a une grosse cote, il veut partir. Donc s'il veut partir, ça sert à rien que j'attende 6 mois pour qu'il me redemande de partir au moment où mon équipe ça marchera plus et où sa cote aura baissé. Donc maintenant je fais tapis maintenant. Et j'ai été tombé sur une interview de Sam Presti où c'était au détour d'une phrase, il disait que son staff, qu'ils étaient une organisation, et l'expression qu'il avait utilisée c'était we're a solution-based organization, quoi. En gros, il y a un problème. Les gens que je recrute, c'est pas des gens qui vont rester là à se prendre la tête pendant des semaines sur on a ce problème c'est un problème et tourner en boucle là-dessus. C'est trouver des solutions rapides et des solutions efficaces. Et c'est ça, je trouve que c'est vraiment ce qui caractérise cette franchise et qui fait qu'ils sont aujourd'hui dans cette situation. Effectivement, on pouvait pas imaginer même en début de saison. Je pense que aucun de nous trois aurait dit que SGA éclaterait tout comme il le fait cette année, et qu'en plus ça ferait gagner des matchs et que ça serait pas juste une passade d'une semaine, 2 semaines, mais que ça serait une tendance forte. Donc là il y a une part de chance, il y a une part de développement des joueurs. C'est quand même quelque chose qu'ils ont fait souvent plutôt bien du côté d'OKC. Et donc là, ça parle, mais effectivement, pour revenir sur ce que tu disais, Antoine, sur se projeter dans 4-5 ans, c'est dur. Et de toute façon, voilà, les équipes qui arrivent à transformer des équipes hyper compétitives en équipes qui font des finales, voire en des équipes qui gagnent le titre, c'est pas pour rien qu'il y a si peu de franchises qui ont gagné des bagues NBA. C'est sûr. Tellement dur.
tellement dur. Vous vouliez rajouter quelque chose sur OKC encore, sur le Thunder? Non, pas forcément, non. Juste conseiller, pareil, pour les gens peut-être parce que nous, on était un peu rebutés initialement à l'idée de les regarder, parce que ça fait tellement de saisons que par réflexe, on se dit, bon, ok, ici, ça va tanker. Comme tu disais tout à l'heure, ils vont faire mettre des mecs de J-League sur 4-5 matchs, qui vont même peut-être être bons d'ailleurs. On a vu passer des Français, les Malédon, Jalen Horde et tout ça. C'était très, très dur à suivre et à s'y intéresser. Là, c'est vraiment une équipe qu'il faut regarder parce qu'il se passe des choses et pour ceux qui aiment bien monter dans un wagon avant que ça démarre fort, là, OKC, ça fait partie des équipes comme ça qu'on peut avoir envie de suivre pour la suite. J'en profite juste du coup un petit mot sur Ousmane Dieng d'ailleurs, qui est le Français du Thunder. Alors il joue pas beaucoup avec le Thunder et ça va prendre du temps, mais je pense que c'est un jeune Français qui a beaucoup de potentiel et qui est sur un profil très intéressant, d'ailier complet. J'espère pour lui que ça va marcher. Il arrive peut-être un poil tard dans le projet parce que si l'an prochain le Thunder essaye vraiment de jouer la gagne, en tout cas de jouer les playoffs, sauf vraie grosse progression de sa part, il risque d'avoir un temps de jeu peut-être un peu limité. Mais il y a un joueur intéressant dans une équipe qui a déjà montré qu'elle savait développer des prospects. Lui aussi, ça vaut le coup de le suivre, je pense. Il y a vraiment grand ailier, driver, athlétique. S'il développe son tir, là, c'est la franchise l'aime bien et a pris le pari qu'il allait développer son tir à un moment parce qu'il a plein d'autres qualités. Quand il a joué, il a été vraiment pas mauvais du tout. Il a fait quelques passages en J-League aussi. Je crois qu'il est blessé là en ce moment. Il avait un souci au poignet, mais clairement, il peut s'inscrire dans le projet après. Et si c'est pas OKC, ça peut être ailleurs. Il a le talent, hein, clairement. Ouais, ça va être intéressant à suivre. Vraiment, ce qu'on a envie de voir, c'est comment Chet Holmgren, j'ai du mal à le dire décidément, va pouvoir s'incruster, s'imbriquer dans ce projet. Comment le jeu va s'adapter à lui ou comment lui va s'adapter au jeu. Est-ce qu'ils vont le faire jouer, comment ils vont l'utiliser, etc. Ça, je pense que ça va être, c'est ce qu'on a trop envie de voir. Donc ça devrait se passer la même saison que Victor. Ils vont avoir leur saison rookie en même temps. Du coup, ils sont vraiment c'est liés ad vitam aeternam, on a l'impression, en tout cas, hâte de voir ça effectivement. Je vous propose de passer au deuxième sujet. On en a parlé un petit peu en intro. Il y a ce match, donc Chicago Bulls contre Detroit Pistons, jeudi à Paris, à ce qui était anciennement Bercy et maintenant l'Accor Arena. Shai, tu seras sur place. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu en amont de ce match? Que si sur le papier, forcément, aujourd'hui, en 2023, un Chicago-Détroit, c'est pas ce qui est le plus sexy sur le papier, mais je pense que ça convoque chez pas mal de monde les souvenirs des Pistons Bulls de l'époque Bad Boys MJ, ces deux franchises qui sont ces deux franchises historiques quand même de la ligue maintenant. Et puis moi, ça m'inspire surtout que le public français va pouvoir voir un Français à un Paris Game, un Français qui est titulaire, qui joue. Ça n'avait pas été le cas vraiment lors du Charlotte-Milwaukee, le premier Paris Game qu'il y avait eu en 2020, parce que Nicolas Batum était au placard à ce moment-là. Charlotte, il avait un peu fait jouer 5-10 minutes, mais c'était vraiment histoire de faire plaisir. Là, c'est excitant dans le sens où il y a plein de fans des Bulls en France quand même, forcément qu'on grandit avec Jordan, et qui vont pouvoir voir leur franchise, même si elle n'est pas dans le meilleur état forcément depuis quelques années. Mais c'est déjà plein de fans français des Bulls qui vont pouvoir les voir, au moins être dans le même... les savoirs à Paris, c'est quand même c'est pas rien. Et le fait, donc, comme je disais tout à l'heure, de voir un Français, Killian Hayes, qui est en train de s'épanouir, qui est titulaire dans une équipe NBA, il va avoir le droit, à mon avis, à un bon bain de popularité sur les 2-3 jours sur lesquels il sera là. Si le match en lui-même n'est pas l'affiche la plus sexy, je pense que ça reste un événement super de pouvoir se dire qu'on a un match à Paris, avec tout ce que ça implique, tout le barnum qu'il y aura autour pour les gens qui auront la chance d'y aller ou de traîner autour des événements qu'il y aura. Moi, je suis content, ça fait plaisir après une année où ça n'avait pas pu se faire forcément avec le Covid. Si ça peut être un rituel annuel, c'est avec des affiches de plus en plus sympas, moi je suis partant. Ouais, c'est intéressant qu'on parle on peut peut-être parler de Kylian rapidement. C'est vrai que moi, en début de saison, j'étais très inquiet quand même. Quand je le voyais, je voyais Détroit qui lui donnait un petit peu de minutes par-ci par-là, mais que c'était pas vraiment payant. Les stats étaient vraiment faiblardes. Et puis on a l'impression qu'il y a eu un vrai déclic.
à la fois la blessure de Cunningham. Hein, exactement. Donc, comme s'il avait arrêté de regarder au-dessus de son épaule en se demandant s'il allait sortir à la première connerie. Et là, il était garanti d'avoir au moins un petit peu, à condition d'être performant, bien sûr, d'avoir un petit peu de temps de jeu, un peu plus de mou. C'est quand même intéressant là, ce qu'il montre cette année, Kylian. Clairement, il y a une vraie prise de confiance, je pense, même de sa part. Tu sens que là, ça lui fait du bien d'avoir des minutes, de pouvoir s'exprimer pleinement, comme tu as dit, sans regarder par-dessus son épaule. Au final, qu'il rate des tirs ou non, il va jouer ses 35 minutes. Que les Pistons gagnent ou non, il va jouer ses 35 minutes. De façon, Détroit est clairement engagé dans la course à un gros pic. Donc, de toute façon, la priorité, c'est de développer les jeunes et lui, il peut se développer. Il y a une assurance qui se dégage dans son tir. Il sait même trouver ses petits spots à mi-distance. Là, en sortie de pick and roll, en tête de raquette, il est de plus en plus efficace. Le 3 points suit. La défense est bonne. C'est un two-way player. Je comprends pourquoi Kevin O'Connor en avait fait son meilleur prospect. Ouais. Je ne dis pas que Killian Hayes va devenir une star en NBA. Je ne sais même pas vraiment quel est son avenir en NBA parce que c'est très triste à dire, mais si les Pistons... Enfin, l'an prochain, il y a Kate Cunningham qui revient, il y a toujours Jaden Ivey, et imagine, ils ont le deuxième choix et ils prennent Scoot Anderson. Je veux dire, Killian Hayes, il n'a pas de place à Détroit, tu vois. Même là, en fait, dans les faits, je ne suis même pas sûr qu'il ait sa place à Détroit l'an prochain. Par contre, je suis content qu'il puisse vraiment montrer que c'est un vrai prospect intéressant. Il faut qu'il y ait une équipe qui aille le chercher, en fait. Si ce n'est pas Détroit, il faut que ça soit ailleurs parce qu'il y a un vrai potentiel intéressant. Moi, j'aime beaucoup ce joueur. J'aime beaucoup son jeu. Voilà, comme j'ai dit, les interceptions, la création, même le scoring, ça commence à venir. Ça ne se voit pas encore dans ses stats en termes de pourcentage, mais je pense que c'est un joueur qui, à un moment, peut passer un cap offensivement et vraiment contribuer offensivement. Le pourcentage, c'est parce qu'au début de saison, c'était vraiment cata, le pauvre. Enfin, il y a qui rentrait, tous les analystes US se mettaient sur son dos en plus parce que il y avait évidemment la particularité du fait qu'il, dès qu'il ratait 2 shoots, il sortait. Ce qui n'est plus là forcément avec Cunningham qui n'est pas là et lui qui a monté en régime. Mais il y a cette assurance qu'il a. En fait, il l'a toujours eu dans les équipes, que ce soit en France ou après quand il jouait en Allemagne. Ouais, il jouait en Allemagne. Ouais. Oui, on voyait le joueur vraiment un peu sûr de lui, qui connaît ses forces et tout. Et on ne le voyait plus trop à Détroit parce que le contexte n'était pas favorable. Et là, maintenant qu'il a le temps de jeu, qu'il a les opportunités, il n'a plus peur de rater les shoots. Son jeu est bien en place. Comme tu disais, il trouve ses spots. Défensivement, il a toujours eu aussi des grosses qualités et elle s'adapte plutôt bien là à la NBA. Donc oui, c'est sûr que forcément, si un Scoot Anderson plus Kate Cunningham plus Jaden Ivey, c'est pas facile. Après, ce sera peut-être pas lui qui. Est-ce que ce sera pas Ivey qui va. Je sais pas. Mais oui, dans la logique, ce serait plutôt lui qui serait amené à moins jouer. Mais tu as raison. Je pense que beaucoup d'équipes le regardent et voient quel joueur il est en train de devenir. Ils sont en tout cas rassurés sur son potentiel parce que il est arrivé finalement pas si longtemps que ça après Frank Ntilikina qui aux yeux de beaucoup a forcément été un échec, drafté très haut. On en attend des merveilles et c'est compliqué. Là, je pense qu'ils se sont dit bon, c'est pas que un flop français comme on en a vu avant et dans tous les cas, il a sa place dans la ligue. Il a les qualités pour jouer dans la NBA en 2023 et pas juste 5 minutes en bout de banc. Moi, ça me fait penser à ce que disait Evan Fournier. Je pense que les mecs arrivent trop tôt. Je pense que les mecs arrivent trop tôt et que voilà, Tony Parker a ouvert une autoroute pour les joueurs français. Victor Wembanyama, il va ouvrir, je ne sais plus si on peut parler d'autoroute, ça va être une ligne privée directement de la France aux États-Unis. Je ne sais même pas combien de prospects français il y aura dans la foulée de Wembanyama. Et il y aura des déceptions dans le lot parce que Wembanyama va être fort et qu'on va se dire waouh, ce pays, quand même, ils ont des prospects. Il y a beaucoup de jeunes Français qui se sont cassés la gueule depuis Parker. On le voit, au final, il y a peu de Français influents en NBA cette saison. Killian Hayes, il n'a que 21 ans, mais c'est du coup à partir de maintenant là, vraiment qu'on sent qu'il va se développer. La différence entre lui et Ntilikina, ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont vraiment pas du tout la même mentalité. Comme tu l'as dit, il a toujours eu de l'assurance. Je ne dis pas que Ntilikina n'en a pas. Ntilikina est sûr de ses qualités sans doute, mais il n'a pas la même attitude. Il est moins un joueur qui va se mettre en avant offensivement, moins un joueur qui va oser vraiment attaquer, alors que là où Killian Hayes, de toute façon, on va le faire, c'est dans sa personnalité, c'est un scoreur, même s'il lâche beaucoup de passes. Ouais. Je ne dis pas que c'est qu'un scoreur, pas du tout, loin de là. Ça reste un meneur qui s'est organisé, qui s'est créé du jeu pour les autres. Mais c'est un joueur qui est attiré par le cercle, qui est attiré par le ballon. Et c'est pour ça que je pense qu'à Détroit, ça va être compliqué, même s'il n'y a pas Scoot Anderson. C'est qu'en fait, Killian Hayes, il a besoin de la balle. On le voit quand il joue avec Kate Cunningham.
C'est exactement c'est ce que pas... j'allais dire, Antoine. Mais ouais, Ouais. c'est pas un spot-up shooter et c'est pas un 6e homme. Et je pense que c'est pas un mec taillé pour être 6e homme, Killian Hayes. Je pense que même si là, les Pistons se disent, bon, parce que à mon avis, ils vont garder les 3. Ils vont garder les 3, ils vont garder Jaden Ivey, ils vont garder Kate Cunningham, et ils vont se dire, bon, bah, on va faire sortir Killian Hayes du banc. Il n'aura pas le même rendement, il n'aura pas le même impact, il a besoin de minutes, il a besoin de sentir le jeu, il a besoin d'être là dès le début, il a besoin d'agresser la défense rapidement, de se mettre en confiance. C'est pas un mec qui va rentrer et qui va apporter 15 points en sortie de banc, ou en tout cas, ça demandera une adaptation, et j'ai peur qu'il n'ait pas ça tout de suite dans les jambes. Et à mon avis, entre Killian Hayes et Jaden Ivey, qui est plus un arrière, je pense qu'ils choisiront Jaden Ivey. Voilà. Donc moi, j'aimerais bien qu'ils le libèrent. Je pense qu'ils le feront pas, mais j'ai hâte de le voir ailleurs, en fait. C'est triste à dire, hein, mais j'ai déjà hâte de le voir ailleurs. Et c'est super intéressant ce que tu disais, Antoine, parce que effectivement sur ce poste-là, en plus, si tu regardes les mecs qui sortent du banc et qui sont forts régulièrement au scoring, c'est rarement des jeunes, en fait. Parce que ça te demande une grosse maturité pour avoir ce type de rôle-là. Si tu regardes même historiquement, des mecs comme Ginobili, des mecs comme Jamal Crawford, c'est des mecs qui ont été titulaires dans des équipes, qui ont joué des matchs, que ce soit en FIBA, que ce soit en NBA, voilà, qui ont eu une vraie expérience et après qui sont capables de s'adapter. Et même Jordan Clarkson, il a été titulaire par moment. Il n'a pas eu ce rendement-là quand il avait 22 ans, Jordan Clarkson. Pas du tout. Donc je suis totalement d'accord avec ce que tu dis là-dessus. Je suis totalement d'accord aussi avec le fait qu'il a besoin du ballon pour s'exprimer, qu'effectivement, je pense que c'est là qu'il arrive à se mettre en rythme offensivement notamment. Il a besoin de ces petits dribbles, de pouvoir alterner de la passe, du tir et pas simplement être un spot-up shooter comme tu le disais, Antoine. Et effectivement, je pense que ça dépendra bien sûr aussi de qui d'A3 va aller chercher à la prochaine draft, mais si... quand je vois avec Kate Cunningham et Jaden Ivey, effectivement, je pense que ça risque d'être compliqué pour Killian. Ce qui est intéressant, par contre, pour rebondir sur ce que tu disais, Shai, c'est que là, il fait des belles perfs, donc quelqu'un ira le chercher. C'est que, alors que là, je pense que sa carrière NBA, il est en train de jouer sa carrière NBA maintenant, en ce moment, et que si au moment de la blessure de Kate Cunningham, il n'avait pas réussi à être performant, il aurait été potentiellement placardisé. Et derrière, je suis pas sûr qu'il en serait revenu. Mais c'est pour ça que moi je veux un transfert rapide, c'est que j'ai l'impression quand même que les gens oublient vite. Et que du coup, si l'an prochain il est 6e homme et que son rendement est moindre, il peut y avoir de l'oubli. On va oublier, on va se dire, ouais, mais il était fort quand il y avait. Il y aura forcément un dirigeant qui ne va pas oublier, mais on voit comment ça se passe en NBA. Tu vois, tu peux très vite être placardisé. Théo Malédon, il était bon au Thunder, ça change, tu vois, ça n'a rien changé. Au final, aujourd'hui, Théo Malédon, il va se battre chaque année pour avoir des espèces de bouts de contrat, des tout. Alors, Killian Hayes montre plus, ça, on n'est pas pareil. Là, Killian Hayes, il va avoir une saison complète en tant que titulaire. Je pense que c'est différent. Mais il n'est pas non plus. J'ai encore un peu peur, tu vois. J'ai encore un peu peur. J'ai tendance à penser comme toi que là vraiment, il lance sa carrière et que il devrait, pour moi, à mes yeux, c'est suffisant là. Et ce qui va se passer dans les prochains mois, parce que je pense qu'il va continuer comme ça jusqu'à la fin de la saison, ça devrait être suffisant pour avoir sa place en NBA. J'espère que les dirigeants NBA sauront s'inspirer du Magic qui est allé chercher Markelle Fultz, que tout le monde avait oublié. Et encore, Markelle Fultz, il avait même peut-être moins montré que Killian Hayes, mais comme c'était un premier choix de draft, il y avait toujours quelqu'un pour aller le chercher. Et au final, aujourd'hui, il est bon. Il est bon et ça va être un meneur titulaire en NBA. J'ai cru que tu allais dire que même Markelle Fultz avait oublié, qu'il était étonné qu'on l'appelle pour venir jouer au basket. Il avait oublié comment shooter, le pauvre, à un moment déjà. Donc, il avait peut-être même oublié que c'était un joueur de basket. Mais il est bon. Après, c'est le luxe aussi quand tu as été drafté si haut. Ça, on sait, si tu as été drafté dans les 3 premiers, on va te donner bien plus de chances que... Et au bout du compte, tant mieux, parce que même un mec comme Kwame Brown, il a fait une carrière honorable, en fait, en NBA. Il a fait quand même une carrière honorable, mais s'il avait été drafté 12e, il n'aurait jamais fait une carrière comme ça, en fait. Il n'y a que ton gars Anthony Bennett qui n'a pas eu droit à ce... Tout de suite, mais ça, c'est ça, parce qu'il a été boycotté, il a été blackboulé dans cette ligue. Un jour, je sortirai les vrais dossiers, vous saurez. Un livre. Mais il y a un monde quand même où Victor Wembanyama débarque à Détroit et où ça peut avoir une influence aussi sur l'avenir de Killian Hayes. On peut imaginer, c'est une connexion française. Voilà, c'est censé être 2 joueurs qui sont censés incarner un peu l'équipe de France après. Moi, je le vois pas tout de suite, même si c'est un scénario plausible, hein, avec le retour de Cunningham, d'éventuels arrières qui arrivent derrière. Moi, je pense qu'il peut s'installer à Détroit. Hein. Honnêtement, on est dans une ligue où tu peux jouer avec 2-3 arrières ou avoir une rotation plus large sur les arrières, peut-être qu'avant. Je pense ça peut bien se passer sur le long terme chez les Pistons dans le bon scénario. Ouais, peut-être. Hein. Mais après, tu joues avec plusieurs arrières, mais il faut qu'ils aient des profils complémentaires quand même, tu vois. Mais bon, après, oui, pourquoi pas. En tout cas, sur l'équipe de France,
c'est peut-être même pas que le futur, en fait. Parce qu'aujourd'hui, à la main, on sait que Thomas Hurtel est a priori pas disponible pour la prochaine compétition. Nando De Colo peut jouer 1, mais il va être d'abord retenu comme un 2. Il y a Eli Okobo. Kylian Hayes, il a une place à gratter pour la Coupe du Monde, je pense, pour la prochaine Coupe du Monde. Alors, je ne sais pas s'il sera de suite meneur titulaire. Je pense que je vois parfois ça sur Twitter. Je pense que non. Je pense qu'il n'y a pas assez d'expérience avec l'équipe 1, même s'il a l'expérience FIBA. Il a joué avec les équipes jeunes, mais je pense que ce ne sera pas encore tout de suite titulaire. Mais voilà, il y a une place à gratter pour l'équipe de France. Et pareil, il a aussi un joueur intéressant pour le futur, comme tu l'as dit, avec Wembanyama. Pour lui, ouais, ça pourrait peut-être une bonne chose que Victor arrive à Détroit. Je ne sais pas si pour Détroit, c'est une bonne chose pour Victor, c'est une bonne chose d'arriver à Détroit, mais pour Kylian Hayes, ce serait peut-être une bonne chose que Wembanyama se retrouve au piston. Ouais, bah, ça sera à suivre. En tout cas, déjà, on sera ravis de le voir sur le terrain jeudi. Quelques mots sur Chicago, peut-être sur leur saison. C'est vrai qu'on n'est pas revenu beaucoup sur cette équipe des Bulls cette année. C'était équipe surprise, entre guillemets, l'an dernier, du moins en saison régulière. Cette année, c'est plus compliqué. C'est plus dur aussi de voir quel est le projet de fond de Chicago. Est-ce qu'ils vont rester sur ce groupe-là? Il y a beaucoup de rumeurs qu'entourent DeRozan, Lavine, etc. Antoine, toi, tu avais même signé un papier sur Basket Session, si je ne me trompe pas, où tu disais que cette équipe a été amenée à exploser à court terme. Est-ce que tu es toujours sur le même état d'esprit? Ouais, alors peut-être alors moi j'étais carrément sur le fait qu'il devait exploser là, maintenant, tout de suite, tu vois, en févrie. Je ne sais pas s'ils osent, voir même à fond, voir dès l'intersaison. Je crois que j'étais déjà en mode non, mais il faut casser, ça ne sert à rien. Je ne sais pas s'ils oseront le faire en février. Je pense qu'ils transféreront Vucevic. Je pense qu'il a fait un gros carton cette nuit, mais je pense qu'il c'est le bon moment. La cote elle est en train de remonter parce que l'adresse du scoring. Je pense que lui, ils vont le transférer parce que son contrat arrive à expiration, parce qu'ils n'oseront pas lui donner les sous, ou alors à part s'il accepte une prolongation entre guillemets défavorable, ça reste des dizaines de millions de dollars, mais on va dire qu'il serait plus favorable à la franchise. Genre, voire des vingtaines. Exactement, dans son profil, on est plus sur la vingtaine, avec un salaire un peu plafonné, voire descendant. S'il n'accepte pas une prolongation comme ça, je pense qu'ils vont le transférer, parce que de toute façon, ils peuvent rester compétitifs avec juste DeRozan et Lavine dans cette conférence Est ouverte. Ils seront pas beaucoup moins forts sans Vucevic. Ils auront peut-être même plus de lignes de drive pour Lavine et DeRozan. Ça se trouve, ils gagneront peut-être même plus de matchs, malgré le fait que Vucevic est un bon joueur, hein. Donc, je pense qu'ils en transféreront au moins un. Je ne sais pas s'ils oseront transférer les trois, par contre, je pense que si tu regardes le scope sur 18 mois, c'est plus possible, en fait. Il ne peut pas en rester. Il peut en rester peut-être un, et encore. Si c'était moi, je transfère même les trois et je reconstruis. Leur pick ne leur appartient pas. Leur pick appartient au Magic. Il faut qu'ils draftent dans le top 4. Ça serait tellement bête. Là, ils sont capables de finir 10e. Ouais, derrière, il faut absolument accrocher le play-in, parce que sinon, ils vont lâcher un pic plutôt intéressant au Magic. Ouais, depuis le début de la saison, tu nous le disais de toute façon que je pensais que les Bulls, c'était pas viable, même avec ce qu'ils ont fait l'année dernière. Mais je pense que c'est partagé par pas mal de monde. Là, on avait eu Jacques Monclar en interview là, pour ce week-end, et il disait qu'il s'était fait pourrir pendant l'intersaison parce qu'il avait dit que les Bulls devaient aussi faire exploser le noyau dur, et que c'était pas que dû. Il disait que c'était un peu un ensemble, c'était pas que dû au fait que les trois All-Stars fonctionnent pas bien ensemble, mais aussi que le supporting cast autour, c'était pas fou, quoi. Il disait Patrick Williams, Kobe White et Drummond, ils ont séché l'école du basket. Enfin, il a dit un truc comme ça. Tout ça pour dire qu'il estimait que la construction globale de l'équipe n'était pas adaptée, et que n'était peut-être pas adaptée à ce coach-là, à Billy Donovan, et qu'il s'attendait à ce que ça bouge, hein, avec Arnie Sovas, avec les dirigeants qui ont besoin peut-être de prendre leur marque et d'instaurer vraiment une équipe qu'ils veulent, avec les stars qu'ils veulent. Je pense aussi que ça va bouger, je ne sais pas quand, mais j'ai l'impression que ça va bouger. C'est que des joueurs tu prends DeRozan, qui est à un stade de sa carrière où lui, il se rêvait, il s'imaginait aux Lakers en train d'essayer de gagner des bagues avec LeBron. Lavine, je pense qu'il se rêve en franchise player, option numéro 1 d'une équipe aussi, parce que maintenant c'est devenu All-Star. Il l'était, c'est ça le truc. Voilà, jusqu'à l'arrivée de DeRozan. Voilà, oui, mais à un moment, tu peux en rêver, mais si on te le donne et que tu n'en fais rien, c'est que c'est peut-être pas fait pour toi, quoi. Je pense que Vucevic aussi, il se rêve dans une autre équipe. J'ai l'impression qu'il
ils se voient pas les trois ensemble faire quelque chose. C'est un peu malheureux, mais j'ai l'impression que c'est comme ça que ça se profile. Et je sais pas s'ils vont actionner, s'ils vont appuyer sur la détente avant la deadline ou s'ils vont se laisser, s'ils auront le cran de le faire, s'ils vont le faire à la deadline ou si ce sera en fin de saison. Dans tous les cas, c'est pas possible, je pense. On a vu les limites là. Après, de toute façon, c'est vrai qu'ils sont pas. Il n'y a pas d'urgence pour eux non plus que ça soit avant la deadline ou cet été. Ils pourront aussi se montrer opportunistes à leur manière et voir qui appelle en proposant quoi. Une équipe désespérée qui voudrait essayer de jouer le tout pour le tout, ça va être là-dessus. Hein. En fait, c'est ironique parce qu'ils ont beau être terriblement irréguliers et du coup, c'est pas très beau, tu vois. Et malgré ça, l'Est est faible, donc ils sont en course pour les playoffs. Et puis ils battent les grosses équipes, c'est Ils ironique. battent les grosses Ouais, équipes. et puis ils ont quand même. Enfin, DeRozan a quand même. C'est quand même. Enfin, c'est fort quand même ce qu'il fait de ce qu'il a fait l'an dernier, ce qu'il fait encore cette année. C'est pas tout est pas acheté en fait. Pour Chicago, en fait, ce qui est dur pour Chicago, je trouve, c'est que comment tu peux vendre à ta fanbase, à qui t'es dans la médiocrité et la reconstruction depuis des années, tu montes une équipe avec des gros joueurs qui est correcte. Et 1 an et demi après, dire bon, maintenant finalement, il faut qu'on reparte sur la reconstruction. C'est ça qui est vraiment dur parce qu'en fait, ils ont fait venir quasiment 3 All-Stars ou du moins 3 très forts joueurs, mais avec des limites. Alors, on se l'était dit même en début de saison dernière qu'on les verrait bien finir premier de la conférence Est et pas passer plus qu'un tour de playoff, voire sortir dès le premier tour. C'est quasiment, c'est pas loin d'être ce qui s'est passé. Et cette équipe, il y a du talent. Sur les stars, mais effectivement, beaucoup repose sur ce que tu penses de Patrick Williams. Moi, je suis pas fan du tout et j'ai du mal même à comprendre pourquoi Chicago a à ce point misé sur ce joueur-là. Peut-être qu'il me donnera tort, certainement. Hein. Enfin, du moins, c'est possible. Mais en fait, je vois pas de vrai facteur de progression pour cette équipe. En fait, j'ai l'impression qu'elle plafonne déjà telle qu'elle est. Puis là, non, mais le pire, c'est que quand tu regardes le classement, là, ils sont à 5 victoires derrière la 6e place. Donc là, c'est play-in ou rien, quoi. Genre, je les imagine pas. Ça peut, hein, mais rattraper ça, c'est dur. Donc le play-in. Clairement, eux, c'est play-in et sphérique parce que encore sur le play-in, tu as potentiellement un client, hein, tu as potentiellement le Heat. Le Heat ou. Indiana, Atlanta. Après, c'est des équipes qui sont capables de battre sur un match, mais. Tu sais, je réagis juste sur la fanbase. Jacques Monclar, pour reprendre, moi aussi j'avais fait une interview de Jacques Monclar du coup pour le MOOC et c'est marrant parce qu'on a vaguement parlé de Chicago parce qu'il y avait justement ce Paris Game et sur Chicago il a dit quelque chose de juste, ça m'y fait penser, c'est le fait que au final, à part le passage Jordan, ça a rarement été une grande équipe Chicago. Il y a eu un peu avec Derrick Rose. Et en fait, ils subissent encore. Alors, c'est une ville incroyable, c'est une ville de basket. Je vois que tu as le MOOC Chicago derrière toi, tu vois, Théo. C'est une grosse ville de basket et il y a toute une fan base qui est influencée par les années de Jordan. Mais en fait, Chicago, ça a rarement été une grande franchise. Et ils subissent une espèce de pression pour être compétitifs beaucoup plus forte qu'il y aurait à Utah. Évidemment, ce n'est pas les mêmes marchés, tu vois, ou à d'autres équipes comme ça. Et faut pas que ça bascule un peu comme les Knicks. Alors, c'est pas les mêmes problèmes, il n'y a pas James Dolan, mais tu vois, les Knicks, pendant des années, plutôt que se reconstruire vraiment, durablement, correctement, ils ont essayé de faire venir des stars, semi-stars, ou des mecs qui n'avaient pas les épaules pour être franchise player. Alors, DeRozan, je le trouve très fort. Tu vois, le parallèle est un peu dur, hein, il n'est pas complètement vrai, mais à un moment, il faut pas avoir peur de se reconstruire. Et aujourd'hui, Chicago, ils ont besoin de ça et ils ont les atouts pour ça. DeRozan, il est à un stade où, il y a 1 an, tu n'obtenais pas grand-chose de DeRozan, malgré son talent. En échange, tu veux dire? En échange, ouais. Là, aujourd'hui, ils peuvent gratter au moins un premier tour de draft, voire 2. Même si ça sera forcément un des tours de draft d'une bonne équipe, donc pas forcément des très bons pics à la fin, mais tu as quand même 2 tours de draft. Vucevic, je ne pense pas qu'ils peuvent récupérer un premier tour, mais sait-on jamais. Zach LaVine, je ne sais pas trop. Je pense qu'ils en demanderont au moins un. Ils ont Caruso, tu peux aller chercher Wiseman. Tu peux aller chercher Wiseman aux Warriors, un jeune à qui tu donnes sa chance. Il y a des monnaies d'échange, il y a des trucs. Ils ont c'est en place pour tenter une reconstruction et il ne faut absolument pas qu'ils donnent ce pic au Magic. Il ne faut pas trop traîner, à mon avis. Faut quand même pas trop. Ils peuvent peut-être attendre, vu la faiblesse de l'Est, ils vont peut-être attendre cet été, mais je pense qu'il ne faut pas trop traîner, il ne faut pas trop avoir peur à un moment de juste enclencher le bouton et de se dire allez, c'est bon, on reconstruit. Quoi. Après, c'est vrai que pour le coup, Chicago, ils ont quand même fait des reconstructions. C'est pas comme s'ils
Ils n'ont pas toujours Oui, bien cherché sûr. à se reconstruire de la même manière que les Knicks en repassant jamais par la case draft. C'est vrai que et le parallèle il est intéressant avec les Knicks parce qu'en fait c'est vrai que l'époque d'Eric Rose ça a quand même été très fort. Ils passent pas loin peut-être d'aller chercher un titre comme les Knicks sont passés pas si loin que ça d'aller en chercher un. Au bout du compte ils sont pas allés en chercher. Et derrière, ça a été, oui, c'est la descente a été très brutale, quoi. Là, ce qui est dur, en fait, c'est que c'est pour la fanbase, je veux dire, c'est que, et là, je parle de la fanbase, parce qu'il y a la fanbase de loin, en France, les gens qui aiment les Bulls, et il y a la fanbase qui remplit ta salle aussi. Et elle, Bien sûr. les gens qui payent, qui achètent des maillots, qui viennent concrètement à la salle, s'ils t'ont supporté quand tu étais au fond du gouffre, parce que tu leur disais, non, mais vous allez voir, on va aller chercher des stars, tu vas en chercher. Tu refais les playoffs et que derrière tu recasses tout, c'est là que c'est dur en fait à vendre comme projet. Mais je dis pas que c'est pas la bonne option en fait. Je dis juste que en termes de com, c'est jamais simple. L'ironie, c'est que maintenant, ils sont presque trop devant les Hornets ou les Pistons, tu vois. Ouais, Il y a un mois, tu pouvais vendre à ta fanbase, mais regardez, on va avoir Wembanyama ou Scoot Anderson, tu vois. On sait que les chances à la draft, c'est réduit. Mais si tu as un des 3 mauvais bilans, généralement, au pire des cas, tu finis 4e à la draft, tu vois, ou 5e. Et Scoot Anderson, t'imagines, tu peux vendre au mec, on a le futur Ja Morant, mec qui va ultra athlétique, ultra spectaculaire, ou on a le plus grand prospect de l'histoire. Tu vois, tu peux le vendre en fait. Et si derrière, tu n'as pas de chance et que t'es tombé sur le 3e choix, et ouais, tu n'as pas eu de bol, c'est con, c'est de la malchance, tu vois. Mais là, maintenant, c'est plus compliqué. Maintenant, ils ne peuvent même pas vraiment tanker pour ces gars. Ils ont entre 8 et 10 victoires de plus que le bottom 3, donc c'est compliqué. Il y a un scénario très crédible où les Bulls, ils ne jouent pas les playoffs et ils perdent leur pick. Ouais. C'est tellement triste. C'est encore plus triste que reconstruire. Je suis désolé, mais c'est tellement triste. Il y a un scénario où très probable, où Chicago, ils font pas les playoffs, ils perdent leur pick. L'été, ils tentent une reconstruction en transférant des joueurs qui ont moins de valeur. Ils perdent Vucevic sans contrepartie et ils se retrouvent avec une équipe médiocre pendant encore 5 ans. Je veux dire, ce scénario, il est encore plus moche pour moi que de vendre à ta fanbase. Ah bah là, les gars, je suis désolé, mais regardez, on va nulle part, quoi. C'est triste. Les Bulls doivent prendre Antoine Pimel comme GM pour éviter ce désarroi. Ce serait compliqué, mais j'aurais fait les transferts. C'est ça. Faut pas que ça se règle sur un concours à 3 points avec Arnie Chovas pour voir qui prend le spot, par contre. Pourquoi il est chaud? Je suis pas mauvais à 3 points. Je vous engage à taper une petite recherche YouTube sur Carny Chovas. Je pense que voilà. C'est pas sans vouloir remettre en doute tes qualités de score extérieur, Antoine. Je me permettrai pas. Je taquine, je vaut mieux pas. Je suis très mal placé. Il y a eu un match ce week-end. Je peux pas vanter mes qualités. Vous aurez les stats extérieur. Vous aurez les stats demain soir pendant le live Twitch. Non, vous n'aurez pas les stats. Les mecs qui se prénomment Arturas, de toute façon, faut toujours se méfier. Ouais, exactement. C'est vrai. Ça marche aussi pour ceux qui finissent en hitch. Voilà. Toujours pas les shooters, un petit peu de respect. Par contre, blague à part, j'aurais quand même fait mieux que Gar Forman et John Paxson. Ah oui, mais là... Mais je pense que beaucoup de monde aurait fait mieux. On va pas ouvrir ce dossier suffisamment pénible pour les fans des Chicago Bulls. Allez, un petit prono quand même pour le match de jeudi. Moi, j'en ai un à vous donner, mais je vous le donne à la fin. Enfin, vous voyez qui prendre ce match? En sachant que DeRozan est blessé et va peut-être pas jouer, je pense que les Pistons vont gagner avec un bon match de Killian Hayes, histoire que le public soit content. Voilà. Je vais dire les Pistons. Ouais, vas-y, je vais dire pareil. Allez, moi, je mise sur les Bulls. Je pense que les Pistons, ils ont trop de jeunes qui vont découvrir Paris et qui vont tenter de bouger. On mettrait le pied 7 sur Chicago. Purement au culot. Voilà, en tout cas, Shai, du coup, sur Basket Session, sur les réseaux sociaux, on pourra retrouver pas mal de contenu, puisqu'on vous a pas tout dit, mais en marge du match, il y a quand même pas mal de choses qui sont organisées par la NBA sur Paris cette semaine. Voilà, nous, on vous engage ce soir, donc retrouvez Shai et Antoine pour la Late Session. Nous, on se retrouve, de toute façon, tous les jours sur Basket Session. N'oubliez pas, que ce soit sur les réseaux, sur YouTube, ou quelle que soit la plateforme sur laquelle vous nous suivez, n'hésitez pas à partager, liker, en parler à vos proches. On sait que c'est toujours un petit peu embêtant de demander ces choses-là, mais c'est un peu le nerf de la guerre, comme vous le savez. Et puis nous, on se retrouve quoi qu'il arrive la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, on vous souhaite de bien vous porter. Ciao. Ciao. Ciao.
out there, and it's either play or get played.